chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, on a entendu parler la semaine dernière d'une nouvelle un peu étonnante, en fait, comme quoi il faudrait sortir, en fait, de la conception qu'on a jusqu'ici développée depuis la Révolution tranquille, du développement d'hydroélectricité au Québec, avec Hydro-Québec notamment, pour confier la possibilité aux entreprises privées de production d'électricité de se vendre d'électricité entre elles, et finalement, donc de rompre, en fait, avec le modèle établi depuis la nationalisation de l'hydro en 62. Et plus largement, on a eu l'occasion de parler de cela, plus largement de l'évolution, ce que ça dit sur l'état du Québec en ce moment, du Québec national. Donc, pour en parler, je reçois le directeur de l'Action nationale et le directeur de l'IREC, Robert Laplante. Robert Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous avez vu passer, je devine, cette nouvelle quelque peu étonnante sur le changement de mission d'Hydro-Québec. On nous présente ça comme une réforme de bon sens pour être capable d'adapter le Québec à la crise énergétique qui vient. Quelle lecture faites-vous de cette proposition qui vient du ministre Pierre Fitzgibbon? Nous sommes là dans une dérive particulièrement inquiétante. Ce gouvernement n'a jamais sollicité l'avis de la population, il n'a jamais fait de débat public sur ce changement fondamental. Changer le pacte énergétique que les Québécois ont conclu entre eux avec leur gouvernement et Hydro-Québec en 1962, ça ne peut pas se faire à l'occasion d'une transaction ou d'un quelconque projet industriel. Il y a là un déficit démocratique qu'on doit absolument dénoncer. Ce gouvernement n'a pas la légitimité pour faire une opération de ce genre. Alors, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement? C'est-à-dire, imaginons que le gouvernement aille de l'avant avec cette proposition. Qu'est-ce que ça changerait dans ce que vous appelez le pacte énergétique entre les Québécois et leur gouvernement? Ça nous ramènerait à ce que René Lévesque appelait le fouillis de l'énergie. C'est-à-dire que autoriser, comme semble vouloir le faire le ministre et le gouvernement, autoriser les entreprises privées à procéder à l'érection de fiefs énergétiques un peu partout sur le territoire, c'est de s'assurer que le développement échappera au contrôle des populations locales, échappera même au gouvernement du Québec, en ce sens que la richesse produite sortira des coffres. Ce que les entreprises pourront faire, c'est d'engranger des profits à même une ressource que jusqu'à présent nous avons décidé de consacrer au financement de notre gouvernement, au financement de nos services publics. Alors là, on comprend mal quel est l'intérêt du Québec à laisser aller une part significative de la richesse qu'il peut tirer de ses ressources renouvelables. Alors, comment comprenez-vous l'arrivée de ce projet? Parce que ça fait un bon moment qu'on entend parler de temps en temps de privatisation de l'hydro, privatisation partielle ou totale, mais c'est une espèce de débat qui traîne dans la société sans jamais mordre sur le réel. Là, on a l'impression qu'on est un pas de plus vers la réalité. Comment expliquez-vous le surgissement de cette proposition? Essentiellement par une conduite idéologique. Le ministre Fitzgibbon a, à de nombreuses reprises, signalé sa conviction que le marché et que l'entreprise privée est supérieure à l'intérêt public ou au service public. Et ce parti pris pour le privé l'amène à donner une dimension beaucoup plus grande à ce qui a été de toute façon une erreur, c'est-à-dire d'en retirer le mandat de développement de l'énergie éolienne et de l'énergie renouvelable d'Hydro-Québec. C'est la tâche d'Hydro-Québec que de mettre en valeur les ressources énergétiques du Québec. Le ministre, on ne sait plus s'il est ministre de l'énergie du gouvernement du Québec et de l'État du Québec ou s'il est un courtier en énergie qui répond à la demande pour une énergie qui est convoitée par la planète entière. Tous les grands requins de ce monde cherchent à se tailler un morceau dans les énergies renouvelables. Alors, quand le ministre nous dit qu'il y a une demande considérable à laquelle le gouvernement du Québec doit pouvoir répondre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut répondre
et sacrifier au plus offrant. Ce n'est pas une politique énergétique et on ne comprend pas en quoi l'intérêt national, en quoi l'intérêt public serait bien servi que de mettre le développement et la mise en valeur des énergies renouvelables au service des plans d'affaires de tous les gloutons de ce monde. Alors, on dit souvent que dans la crise énergétique qui vient, le Québec est considéré, dispose à tout le monde d'un avantage avec son énergie, notamment avec l'hydroélectricité, un avantage géopolitique, je reprends le terme avec des guillemets, assez marqué dans le coin d'Amérique du Nord qui est le sien. Est-ce qu'on peut dire que le Québec aujourd'hui, avec les ressources qui sont les siennes, est une puissance énergétique en Amérique du Nord? Il pourrait le devenir. Il en a le potentiel, ça c'est entendu, à condition qu'il en garde le contrôle. Or, le choix de ce gouvernement, tel qu'il se manifeste à ce moment-ci, c'est un choix de développement dépendant, essentiellement dépendant de la demande étrangère, dépendant des grands projets conduits par d'autres pour leurs objectifs, et on assiste actuellement à une espèce de grande opération d'éco-blanchiment, c'est-à-dire qu'on nous présente la chose comme étant la contribution du Québec à la décarbonation, alors qu'en vérité, c'est la contribution de la CAQ à la déprédation des ressources renouvelables du Québec. Alors, nous avons parlé de la question d'Hydro-Québec. Je m'en voudrais de ne pas aborder avec vous une autre question qui est au cœur de vos travaux, au cœur de vos écrits. La question du statut du français à Montréal, évidemment. Vous avez entendu parler probablement aussi de cette étonnante nouvelle qui veut faire du quartier latin, dans ses environs, un quartier de la francophonie. Comment comprenez-vous une telle proposition? Acceptez-vous la version de la mairesse qui dit, bah oui, finalement, c'est un quartier parmi d'autres? Ou est-ce que c'est pas un symbole de la folklorisation du français à Montréal? Ma première réaction, ça a été un immense éclat de rire. Si la Ville de Montréal voulait sérieusement inscrire Montréal et le Québec dans la francophonie, si la Ville de Montréal voulait faire une contribution significative, c'était de soutenir le projet de création de l'Université internationale de la francophonie sur le site du Royal Victoria. Le gouvernement du Québec, et on n'a pas entendu la Ville de Montréal faire beaucoup de protestations, a plutôt choisi de consacrer l'hégémonie de l'anglosphère sur le centre-ville en donnant littéralement le site à l'Université McGill, c'est donc en renforçant l'emprise de l'anglosphère sur le centre-ville. Si on est ailleurs que dans les symboles, ce site-là aurait pu devenir le lieu d'accueil d'une grande université de la francophonie, et j'avais proposé que l'Université du Québec en soit le tuteur, le responsable de la mise en œuvre. Pour le reste, on se demande bien, il y avait combien de gens dans le comité pour aboutir d'une aberration semblable. C'est effectivement une manifestation de plus de la tentation de régression à laquelle nous assistons, particulièrement quand il s'agit de Montréal. C'est un retour essentiellement aux années 50 et ça ressemble à une espèce d'automutilation identitaire. On voit pas très bien comment le statut de Montréal comme ville française serait bien servi en le cantonnant dans un quartier, et qu'au surplus, on associe ce quartier à une espèce de zone libre 24 heures pour ouvrir tous les tripots. Le quartier latin va devenir, dans une approche pareille, le lieu d'attraction de toutes les misères du monde, ce qui est déjà le cas, mais également aussi de tout ce qu'il y a de population destinée ou désireuse de s'encanailler. On voit pas très bien comment toutes les marginalités, 24 heures par jour, concentrées dans les bars et les tripots du quartier latin, vont bien servir la francophonie, autrement qu'en illustrant qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui est non seulement folklorique, mais en quelque part dégradé. Alors, vous avez parlé justement d'une proposition de l'Université de la francophonie que vous aviez déjà fait en autre temps. Vous avez, si on remonte un peu à quelques années auparavant, vous aviez plaidé pour un seul centre hospitalier universitaire à Montréal qui serait sous le signe de la langue française plutôt que deux centres comme on l'a aujourd'hui.
dans la situation actuelle, quelles seraient les conditions pour espérer refranciser Montréal sur une génération, sachant que ça ne sera pas en 5 ans ou 10 ans? Quelles seraient les grandes mesures qu'on peut engager dès maintenant, sachant que le présent gouvernement se refuse pour l'instant l'indépendance? Alors, évidemment, on ne redresse pas une situation pareille avec des slogans et des messages commerciaux. On change une situation comme celle-là en modifiant l'architecture institutionnelle qui la rend possible. Alors, effectivement, le dédoublement des institutions en santé, en affaires sociales, en culture, en éducation, sert mal le caractère français de Montréal, puisque on a une offre qui permet à quiconque le souhaite de contourner complètement le fait français à Montréal. On peut vivre dans cet univers institutionnel-là sans parler un traître mot de français. C'est la première des choses à faire, c'est de modifier cette architecture institutionnelle. Et dans ce cas-là, évidemment, la première chose à faire, c'est d'arrêter de surfinancer les institutions du monde universitaire, c'est d'imposer le cégep en français et d'arrêter de consacrer des fonds publics à notre propre anglicisation. Et c'est bien entendu également de modifier radicalement notre approche d'intégration de l'immigration. Parce que, effectivement, les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers ajoutent à une pression qui est déjà là. Ils n'en sont pas les seuls responsables, mais ils en sont un vecteur de plus. Alors, pour éviter que nous nous enfoncions davantage dans une spirale régressive, il faut au plus coupant procéder à un remaniement institutionnel d'envergure. Et ça ne se fera pas avec des appels au bon parler français, ça va se faire avec des redressements majeurs de cette architecture-là. Robert Laplante, c'était un plaisir de vous avoir. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Et une dernière réflexion, je me permets de rappeler, vous êtes à la fois directeur de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, et de l'Action nationale, cette excellente revue dont vous êtes le directeur depuis à peu près une vingtaine d'années, je crois. Merci infiniment. Ça me fait plaisir.